Bien, je vous propose donc maintenant d'aborder le sujet des robots chirurgiens qui, comme vous le savez, investissent de plus en plus les salles d'opération, même si bien sûr l'intervention humaine est toujours requise. Donc nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir, et donc je demande maintenant à Bertin Naoum de bien vouloir nous rejoindre. Donc il est président et fondateur de Quantum Surgical. Il a été nommé en 2018 au Conseil national du numérique. Bienvenue à vous. Vous allez donc nous exposer tout ce que peuvent aujourd'hui nous proposer donc les robots chirurgiens. Je vous passe tout de suite la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour, avant toute chose, bienvenue. C'est vrai que c'est des conditions un peu particulières, mais c'est très bien qu'on ait pu organiser un tel événement malgré la crise sanitaire. Je vais vous parler de robotique médicale aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Bertin Naoum. Je suis fondateur de différentes sociétés dans le secteur de la robotique médicale et je vais tâcher de vous expliquer, en tous les cas en quelques slides, ce qu'est la robotique médicale et ce que ça peut apporter, je dirais, dans notre vie quotidienne. Alors, j'attends que les présentations arrivent. Ça arrive. Ce sont les aléas du direct, bien évidemment. Voilà. Est-ce que la présentation peut être projetée? Elle est devant nous, donc je pense que dans quelques secondes, elle va être à l'écran. Voilà, absolument. Encore quelques... Voilà, la voici. Et la lumière fut. Quantum Surgical, c'est donc le nom de ma société, la société que j'ai créée maintenant en 2017, qui est une société qui est ici même sur notre territoire, à Montpellier, qui emploie plus de 75 salariés aujourd'hui. On est dans le secteur de la robotique médicale, c'est-à-dire que notre métier, c'est de proposer, de développer des solutions robotisées qui vont aider les praticiens à prendre en charge leurs patients de façon plus efficace. Alors, on se concentre en particulier dans le secteur du cancer du foie, avec une plateforme qui lie à la fois de la robotique, mais également de l'intelligence artificielle, et qui propose donc, au travers donc, de cette assistance, une façon de pouvoir traiter les patients de plus efficaces. Notre objectif, c'est de permettre à plus de patients de bénéficier de très hauts niveaux de qualité de soins au travers d'une technique que l'on appelle l'ablation percutanée. Alors, peut-être quelques mots pour parler du cancer du foie et expliquer qu'est-ce que c'est. C'est malheureusement un cancer qui est très développé, puisque c'est le 6e cancer en termes de nombre de nouveaux cas par an. C'est plus de 840 000 nouveaux cas chaque année dans le monde, dont près de 10 000 en France. C'est également le 2e cancer le plus mortel après le cancer du poumon. C'est donc un réel fléau. Et pour finir ce tableau qui n'est pas très réjouissant, c'est également malheureusement un cancer qui est en fort développement avec une incidence qui, en tous les cas, continue à augmenter. Alors nous, au travers de cela, l'idée que nous avons eue, c'est de développer une plateforme robotisée, comme je le disais précédemment, qui va aider les praticiens à offrir ce qu'on appelle le traitement mini-invasif, c'est-à-dire un traitement à base d'une aiguille qui va venir cibler une tumeur ou une métastase et développer une forme d'énergie, du chaud, du froid, pour pouvoir brûler localement la tumeur, y compris lorsqu'elle est de taille relativement réduite. La société a été créée en 2017, comme je l'ai dit précédemment, et pendant en gros 1 an, on a vraiment pris le temps de discuter avec différents praticiens, de mettre en place ce qu'on appelle des comités scientifiques, et à partir de 2018, on a vraiment commencé à recruter des équipes et à se lancer dans la conception de cette solution. Une année après, en 2019, on était déjà en phase d'essais précliniques, c'est-à-dire des essais sur des modèles animaux, afin de pouvoir valider, je dirais, la précision et l'efficacité de notre solution. Juste avant, ou plutôt juste après, pas le Covid, je veux dire, mais plutôt le lockdown dans lequel on était, on a pu réaliser en fait des essais cliniques, c'est-à-dire opérer les premiers patients avec succès, à la fois au CHU de Montpellier, mais également dans le centre de traitement du cancer Gustave Roussy en région parisienne. Et donc, dans le cadre d'un essai clinique qui est toujours en cours, il y a plus d'une dizaine de patients qui ont été traités avec succès et on va continuer effectivement à traiter des patients. L'objectif,
c'est de pouvoir commencer à commercialiser notre solution dès l'année prochaine. Alors à ce stade, je vais vous projeter une petite vidéo. En l'occurrence, il s'agit d'une émission qui a récemment été diffusée sur une chaîne d'information et qui explique, je dirais, assez bien un petit peu ce que nous faisons. C'est parti. C'est parti. Ouais, j'appuie. Mais il ne se passe rien. Oups. Peut-être une commande magique. Voilà. Qui pourrait révolutionner une nouvelle fois la chirurgie dans les prochaines années. Au CHU de Montpellier, une équipe de médecins a réalisé une ablation de tumeurs du foie grâce à l'assistance d'un robot. C'est un succès sur le plan médical, mais aussi une étape importante pour la start-up Quantum Surgical, qui est à l'origine de cette machine. Le reportage à Montpellier de Raphaël Couder, Grégory Hudron et Chloé Fabre. Derrière la vitre du bloc opératoire, les chirurgiens finalisent une opération historique. Grâce à un bras robotique, les médecins viennent de retirer 2 tumeurs du foie d'un patient. Une opération impossible sans l'aide de la machine, explique Boris Guillu, le chef du département radiologie de l'hôpital. Il a fallu trouver une inclinaison particulière qu'on aurait pu difficilement faire à la main et qu'avec le robot devient beaucoup plus simple parce qu'il nous met en quelque sorte la trajectoire et on n'a plus qu'à insérer l'aiguille à l'intérieur. L'aiguille détruit ensuite la tumeur en la brûlant. C'est le 2e succès de cette technologie après un premier essai réussi début juin. L'aboutissement de plusieurs années de travail pour l'équipe de Quantum Surgical, la start-up à l'origine de ce robot dirigé par Bertin Naou. Finalement, nous, notre raison d'être, c'est de développer des technologies qui ont vocation à traiter des patients. Et donc la première fois que notre machine est utilisée sur un patient, c'est bien évidemment une étape extrêmement importante. Les prochaines étapes le seront tout autant. Quantum Surgical espère commercialiser son robot dès l'année prochaine sur un marché à l'image des attentes médicales dans le domaine, c'est-à-dire immense. Les tumeurs du foie tuent 8000 personnes chaque année en France. Il s'agit du 3e cancer le plus mortel dans le monde. Quantum Surgical. Bravo. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, avec la crise sanitaire, je dirais qu'une notion est revenue un petit peu sur le devant de l'actualité, c'est la réindustrialisation de nos territoires, la réindustrialisation de la France. On a compris, au travers de cette crise sanitaire, l'importance de redévelopper, de se réapproprier tout un certain nombre de filières industrielles. Et donc moi, je voudrais profiter de cette occasion pour mettre en avant, en lumière, une filière d'excellence, une filière industrielle d'excellence qui, mine de rien, en l'espace de quelques années, s'est mise en place sur notre territoire, ici même à Montpellier, la filière de la robotique médicale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, entre la société Quantum Surgical que je dirige et que j'ai cofondée, et la société MedTech Surgical, qui est une société que certains d'entre vous savent, j'ai également créée dans le passé, mais qui a été rachetée il y a quelques années par un grand groupe. Entre ces deux sociétés, aujourd'hui, c'est plus de 300 emplois directs dans le domaine de la robotique médicale. C'est plus de 6400 mètres carrés de recherche et développement, de production, d'activités commerciales et de support aux ventes. C'est plus de 250 robots qui sont produits ici même sur notre territoire et diffusés dans toute la France et même dans le monde, ce qui contribue au passage largement à rééquilibrer la balance commerciale. Et c'est également, je dirais, des emplois indirects au travers donc, de l'ensemble des sous-traitants qui sont concernés par cette filière, et notamment un sous-traitant qui se trouve en Savoie et qui emploie plus de 1400 personnes. Donc je pense que c'est important aujourd'hui de prendre conscience que finalement, la technologie, l'innovation, ce n'est pas uniquement quelque chose qui paraît relativement virtuel, c'est aussi une façon de réindustrialiser la France, et c'est exactement ce que nous avons fait au travers de cette expérience. Merci beaucoup. Bravo. Alors, comme nous sommes un peu en avance, on peut prendre quelques questions. Alors, justement, j'avais prévu une... Parfait. Alors, est-ce que vous avez des questions, peut-être, par rapport à ce qui vient d'être présenté? Oui, il y a une question ici. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. C'est un peu technique, mais j'aurais aimé savoir avec quel
vous brûlez avec de la chaleur, comment vous brûlez les tumeurs? Alors c'est une très bonne question. En fait, il existe différentes technologies, différentes solutions. L'objectif, c'est de délivrer une forme d'énergie qui va venir brûler localement donc la tumeur ou en tous les cas la lésion. En l'occurrence, nous, on est relativement, je dirais, agnostique, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait, on peut travailler avec tout type de technologie. Aujourd'hui, il y a des technologies qui sont à base de chaud, des technologies qui sont à base de froid, où on a de la cryothérapie, des technologies micro-ondes, des technologies à base de radiofréquence. Il y a différentes technologies, mais fondamentalement, en ce qui concerne notre solution, c'est relativement indépendant, puisqu'en fait, nous, notre métier, c'est précisément de positionner un outil de ce type qui, lui, va délivrer l'énergie et permettre de brûler la tumeur. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup. Nous avons également une question, madame. Bonjour Mireille Renaud-Mallet. Donc là, votre appareil aujourd'hui, il est concentré sur le cancer du foie. Est-ce qu'il est prévu d'extrapoler sur d'autres types de tumeurs? Absolument. Alors aujourd'hui, on a décidé de commencer par un cancer qui, comme je l'ai décrit, est malheureusement un cancer qui est très diffusé, qui est très développé, en essayant de démontrer effectivement le bénéfice que nous sommes en mesure d'apporter dans le traitement de ce cancer. Mais fondamentalement, ce type d'approche peut être, je dirais, transposé à d'autres types, sur d'autres organes, le pancréas, également les reins, dans une moindre mesure également les poumons. Et donc effectivement, c'est notre stratégie, pas tout de suite, mais à terme, de nous étendre sur d'autres organes et sur d'autres types de cancers. Merci beaucoup. Il y a une question également là-bas. Effectivement, c'est un sujet qui est tellement porteur d'espoir qu'on a envie de vous demander plein de choses. Madame? Ouais, bonjour, désolée. Je vous repose une question, c'est par rapport, est-ce que vous avez suffisamment de recul par rapport aux récidives potentielles que ça peut induire plus tard, en fait, par rapport à une ablation chirurgicale standard, en quelque sorte? Alors, ou pas d'ailleurs. Voilà, donc là encore, c'est une très bonne question. Alors, pour bien comprendre en fait notre métier, notre métier, on n'est pas des médecins, on n'est pas des chirurgiens, et donc on n'invente pas un nouveau traitement. Il faut savoir que le traitement qu'on essaie de promouvoir, c'est un traitement qui existe déjà, pour lequel on a un recul de plus de 20 ans, et qui a très largement démontré son efficacité. C'est ce qu'on appelle l'ablation percutanée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a insuffisamment de patients qui bénéficient de ce traitement. On estime que moins de 10% des patients éligibles à ce type de traitement en bénéficient. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a insuffisamment de praticiens qui sont formés et qui ont la dextérité suffisante pour venir positionner à main levée une électrode, une aiguille plutôt, au travers de la paroi abdominale et venir cibler une tumeur qui peut faire quelques millimètres de diamètre. C'est un acte qui est très compliqué, qui requiert beaucoup d'expérience et qu'un nombre relativement limité de praticiens sont capables de proposer. En conséquence de quoi, ces quelques praticiens, eux, ont la chance d'avoir, je dirais, donc, des files d'attente relativement élevées, mais la très grande majorité des patients ne bénéficient pas de ce traitement. C'est le rôle de la technologie, de la robotique, de ce qu'on appelle démocratiser, c'est-à-dire grâce à l'assistance, permettre à beaucoup plus de patients de bénéficier de ce traitement. Pourquoi? Parce qu'on va permettre à d'autres praticiens de pouvoir proposer ce type de traitement avec la sécurité et l'efficacité requises parce qu'ils peuvent le faire grâce à l'assistance du robot. Donc nous, notre métier, c'est ça. En fait, on ne vient pas inventer un traitement, on vient simplement le généraliser, on vient démocratiser ce traitement qui a démontré son efficacité parce que tout simplement, on apporte une assistance à une communauté de praticiens qui, jusqu'à présent, ne se seraient pas lancés dans cet acte parce que très compliqué, parce que requérant une expérience en savoir-faire qu'ils ne maîtrisent pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question sur donc, ces robots? Il y a une question
2 questions au fond de la salle. Quantum Surgical, aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs? Alors, Juste pour qu'on ait une idée. aujourd'hui, c'est 75 collaborateurs. Donc, on a continué à... Pour une toute jeune société. Une toute jeune société. On a continué un petit peu à se développer, y compris pendant la période Covid. Mais on prévoit, dès l'année prochaine, de repartir en termes de recrutement de façon importante, ce qui explique la raison pour laquelle, en termes d'employés, cette filière à laquelle je faisais référence précédemment est une filière d'importance sur nos territoires. Tout à fait. Une question au fond de la salle? Bonjour, vous parlez de démocratisation de cette pratique. Du coup, ça me pose une question, c'est combien coûte un robot comme ça? Est-ce que si c'est quelque chose qui est coûteux, on peut imaginer qu'il soit prêté entre hôpitaux ou entre équipes? Voilà. Alors, effectivement, dès qu'on parle de démocratisation, on parle de prix. Alors, pour être très clair, c'est un robot qui coûte à peu près 1 million d'euros. Donc, ça peut paraître un montant qui est relativement élevé, mais il faut savoir qu'on est dans le secteur médical. Dans le secteur médical, un scanner, ça va coûter 500 000 euros. Une IRM, ça peut coûter encore beaucoup plus cher. Donc, on est sur en tous les cas, des profils de prix qui sont très différents. En fait, finalement, dans le secteur de la santé, c'est guère différent du reste des secteurs de la vie quotidienne. Lorsque les premiers GPS sont apparus, ou même lorsque l'ABS est apparu il y a une vingtaine d'années, l'option de l'ABS était une option qui avait un prix significatif et en raison de quoi ne pouvait équiper que des véhicules relativement haut de gamme. Moyennant quoi, 20 ans plus tard, aujourd'hui l'ABS, on le retrouve dans toutes les voitures, y compris les voitures d'entrée de gamme. C'est, je dirais, le parcours classique de toute technologie qui est introduite sur un marché. Elle va commencer bien évidemment en raison de son prix en particulier, par concerner un nombre relativement limité d'établissements ou un nombre limité d'utilisateurs, et ensuite, elle va être diffusée au plus grand nombre. Ce que je veux donc dire, c'est que la démocratisation, elle a toujours un début, et ce début, par définition, elle va concerner uniquement un nombre relativement limité du marché, mais c'est avec le temps qu'effectivement, on va rentrer dans cette situation où tout le monde va finir par en bénéficier. Mais il faut bien commencer. Et sur la question de la mutualisation, est-ce qu'il y a déjà des partages de cette technique entre hôpitaux au sein de ce qu'on appelle des groupements hospitaliers de territoire, par exemple, ou pas encore? Alors, pas pour nos technologies, pour la simple bonne raison qu'elle n'est pas encore sur le marché. On prévoit de commencer à la commercialiser à partir de 2021. Mais c'est vrai qu'il y a différentes solutions aujourd'hui. Il faut savoir qu'en termes de financement de technologie, il y a vraiment des solutions diverses qui, en particulier, a beaucoup de succès, c'est ce qu'on appelle le leasing, c'est-à-dire voilà. on fait appel en fait à un financeur qui, lui, va se charger d'acheter la technologie et ensuite de louer, moyennant un loyer mensuel ou trimestriel, de mettre à disposition la technologie pour un établissement donné. Merci. Il y avait une autre question, je pense, dans le fond, non? Alors, est-ce qu'il y a... Je crois qu'il y en a une là. Exact. Voilà. Le micro vient vers vous. On vous écoute. Robot qui est... Vous pouvez répéter, on n'a pas compris. Est-ce que c'est un robot qui est nomade ou il est sur un site et puis il n'est pas vraiment transportable? Parce qu'on parlait de démocratisation dans la question de la personne précédente. Est-ce qu'il est facile à prêter? Et j'avais une autre question sur la manœuvre de ce robot. Est-ce qu'elle peut être effectuée à distance puisqu'il faut des connaissances d'acquérir la pratique? Vous disiez que c'était des temps de formation qu'il faut y dédier. Le robot, lui, peut partir et est-ce que la connaissance peut être ensuite téléopérée? Alors c'est là encore 2 excellentes questions. Alors pour la réponse à la première question, le robot, effectivement, peut être déplacé, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des technologies qui sont ancrées dans une salle d'opération, dans une salle de traitement. C'est une technologie qui est sur roulette, et donc on peut déplacer. Il y a d'ailleurs une espèce d'assistance, hein, c'est presque un véhicule qui est motorisé, hein, on a un petit moteur électrique, et qui permet de déplacer. Mais en fait, le rôle, effectivement, de cette fonction, c'est surtout de permettre de ranger la machine, je dirais, dans une salle de stockage. L'objectif, ce n'est pas de déplacer cette machine qui pèse près de 300 kg d'un établissement à un autre, sachant qu'à chaque fois, il y a des phases de calibration, etc., lorsqu'on a des déplacements qui sont relativement, on va dire, significatifs. Là encore, j'insiste sur le fait que la démocratisation, elle ne se fera pas du jour au lendemain,
mais elle doit bien commencer à un moment. C'est-à-dire que s'il y a 20 ans, vous avez parlé de l'ABS comme étant un outil de démocratisation de la qualité de freinage, certains auraient pu en douter. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est diffusé de façon très large. Et en fait, si on réfléchit à toutes les technologies, à commencer par le téléphone portable, ça fonctionne toujours comme ça. Les premiers téléphones portables avaient un prix relativement élevé, ils concernaient un certain type, effectivement, donc, de consommateurs ou d'utilisateurs. Et puis, finalement, ils ont fini par être diffusés auprès de la plupart des utilisateurs. Donc la démocratisation est quelque chose, est une réalité, et quelque chose qui finit effectivement par inventer. Votre deuxième question, c'était, rappelez-moi? L'opération à distance? L'opération à distance. Alors, on n'est pas, nous, dans la téléopération, c'est-à-dire qu'on considère que le praticien est absolument essentiel, et il n'est pas question de le remplacer ou de le laisser opérer à distance. On a des patients et des praticiens qui sont à côté de leurs patients qu'ils traitent. On apporte simplement une assistance pour la réalisation effectivement du geste. Là où par contre vous avez tout à fait raison, et ça participe effectivement à la démocratisation, l'un des aspects difficiles dans cet acte, c'est toute la phase préparatoire, et notamment la phase de ce qu'on appelle la planification, c'est-à-dire qu'à partir d'images du patient, des IRM, scanners ou autres, en tout cas une imagerie du patient, définir la stratégie, comment est-ce qu'on va implanter l'aiguille, par où on va passer, quelle est la trajectoire optimale. Et sur toute cette phase de préparation, on a développé une solution qui permet effectivement de bénéficier d'une assistance à distance de la part d'un expert qui va pouvoir faire part de sa propre expérience. On a par ailleurs développé des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont apporter un conseil, une recommandation tout au long de la phase de planification de l'acte pour aider le praticien moins expérimenté à faire les bons choix dans la réalisation de son acte. Donc effectivement, vous avez raison, toute cette phase de préparation de l'acte, elle fait partie effectivement de la démocratisation effectivement de ces traitements qui est assez complexe. D'accord. Et donc, on s'appuiera sur les deux éléments, c'est ça, si j'ai bien compris, à la fois un expert et aussi des données d'intelligence artificielle pour connaître la meilleure technique, entre guillemets? Alors, l'intelligence artificielle, elle est systématique, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur même de nos logiciels. Et ensuite, par contre, l'assistance et l'avis, je dirais, d'un opérateur extérieur, ça, c'est plutôt optionnel. C'est une possibilité que l'on donnera dans des cas très particuliers où on a besoin d'un deuxième avis vis-à-vis effectivement d'un patient à traiter. D'accord, mais il y a quelque chose auquel vous tenez, c'est vraiment la présence du chirurgien auprès de la personne malade. C'est une conviction forte. Absolument. On est absolument convaincu du fait que l'objectif de la robotique, ce n'est pas de remplacer l'opérateur, mais c'est de l'aider, l'assister pour pouvoir réaliser un traitement de la façon la plus efficace possible et en réduisant au maximum ce qu'on appelle l'aléa médical, l'aléa chirurgical. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a une là, de questions. Oui. Le micro arrive vers vous. On vous écoute. Bonjour, Ariane Kleinans. J'avais une question. Quels sont les besoins en fait, de votre produit en termes énergétiques? C'est la première. La deuxième question, c'est quel est le recul du produit par rapport à ce qui existe déjà comme proposition de traitement? Est-ce que c'est une création complète ou est-ce que le produit est en concurrence avec d'autres produits internationaux? Merci. Très bien. Alors, pour la première question concernant l'énergie, là, je serais bien embêté, je n'ai pas la réponse exacte. Bon, c'est un appareil qui se branche sur la prise électrique. Alors après, quelle est sa consommation électrique? Je ne l'ai plus en tête, mais bon, ça doit être quelques kilowatts, j'imagine, quelque chose comme ça. Par contre, effectivement, pour ce qui est donc de l'environnement compétitif, il existe, de par le monde, un certain nombre de sociétés qui se sont lancées avec plus ou moins de succès, plutôt moins que plus d'ailleurs, dans la réalisation de ce type de solution. Il faut savoir que d'une façon générale, dans la technologie, en particulier dans la technologie médicale, moi, mon expérience, c'est que ceux qui réussissent sont rarement les premiers. C'est-à-dire que les premiers, ils essuient un peu les plâtres. Ils partent d'une idée qui, effectivement, est une idée qui peut être tout à fait satisfaisante, mais dans la réalisation, dans la mise en œuvre, ils sont confrontés à toute une série de choses
auxquels ils n'avaient pas nécessairement pensé, et ce qui fait qu'en général, les premiers, ils ouvrent un peu le marché. Et souvent, c'est ceux qui arrivent les deuxièmes derrière, qui bénéficient effectivement de l'expérience des erreurs, et puis plutôt des réussites, effectivement, de leurs prédécesseurs. Et s'appuyant là-dessus, en général, c'est là qu'on commence à pouvoir venir avec une solution qui fonctionne. Dans notre cas précis, il y a une société indienne, il y a une quinzaine d'années, qui a développé un robot, justement, qui avait vocation à aider les praticiens, justement, à placer une aiguille de façon précise. Parmi les choix discutables qu'ils ont faits, et ça rejoint une question qui a été posée, ils ont décidé de faire un robot qui était ancré, ou plutôt qui nécessitait le fait de mettre des rails dans la salle d'opération, et donc on déplaçait le robot sur des rails. Bon, mine de rien, ce choix, il a des conséquences dramatiques, parce que modifier une salle d'opération et mettre des rails dans une salle d'opération, c'est malheureusement un frein qui en tout cas, qui empêche de très nombreux établissements de s'équiper de ce type de solution. Donc voilà. Donc, il y a eu quelques tentatives dans le passé qui n'ont pas vraiment été couronnées de succès. Et nous, notre objectif, c'est d'apprendre un petit peu de tout cela. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y en a deux. Alors, oui. Monsieur, puis après monsieur. Eh bien, très bien. Monsieur, le micro arrive vers vous, donc équipé de sa perche. Oui, Jean-François Pruvot. J'aurais voulu savoir si, dans le cadre du robot multibras, est-ce qu'une calibration est nécessaire à chaque opération, ou est-ce qu'une fois que le robot a été calibré pour les distances qu'il va avoir à faire, reste sans bouger pendant un certain nombre de temps? D'accord. Alors vous me parlez du robot Da Vinci, c'est ça, hein? C'est bien de ça dont vous me parlez? Alors moi je ne suis pas un spécialiste du robot Da Vinci, même si dans le passé, dans une vie antérieure, j'ai été salarié de cette société. Mais ce que je peux vous dire, c'est que en fait, les phases de calibration, c'est plus des calibrations, on va dire, périodiques, dans le cadre de la maintenance du dispositif, pour s'assurer qu'il a toujours un niveau de précision qui est en rapport avec l'acte qui est à réaliser. Mais il n'y a pas vraiment de calibration spécifique à faire avant chaque opération. Ça répond à votre question? Très bien. Merci. Monsieur? Oui. Merci beaucoup, Grégory Calonge. J'aurais voulu savoir, on a beaucoup parlé de démocratisation jusqu'à maintenant, mais je me demande quand une technologie fonctionne, comme ça semble être le cas maintenant, qu'elle a des résultats qui sont probants. On parlait de pouvoir, qu'il y a seulement 5 à 10%, si je ne m'abuse, des opérations qui sont réalisées jusqu'à maintenant avec ce type de technologie. Mais quels sont les freins maintenant qui empêchent justement quelque chose qui pourrait servir à la santé publique d'avancer? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agirait d'une volonté politique? Est-ce qu'au contraire, ça va plutôt relever de l'administration même des hôpitaux pour décider de si oui ou non une technologie pourrait rentrer? Donc j'aurais bien vous entendre là-dessus. Merci. Alors c'est une bonne question. En fait, moi je vais faire un raisonnement, pas l'absurde, un raisonnement à l'inverse si vous me permettez. Est-ce qu'on imagine un seul instant qu'une technologie mise sur le marché, en un claquement de doigts, équipe 100% d'établissements dans le monde entier? C'est pas possible. Donc par définition, il y a toujours une phase de diffusion. Alors après, la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qui va impliquer, qu'est-ce qui va impacter sur la rapidité de diffusion, effectivement, de la technologie dans un marché donné? Il y a plein de freins sur lesquels on travaille. Bon, déjà, l'un des freins auxquels on essaie de répondre, c'est effectivement convaincre la communauté médicale dans son ensemble du bien fondé de la solution qu'on propose. Et c'est la raison pour laquelle nous, on part avec un atout, puisqu'en fait, le traitement qu'on essaye de généraliser est un traitement qui est déjà connu et dont l'efficacité est indiscutable. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Il y a plein de solutions, des appareils médicaux qui essayent de promouvoir un nouveau type de traitement. Et puis, parmi les difficultés auxquelles on est confronté, c'est de démontrer que le traitement que l'on essaie de diffuser est plus efficace qu'un autre type de traitement. Dans notre cas, on n'a pas ce problème-là, puisque le traitement il est connu, il est parfaitement efficace, il est même un traitement, je dirais presque, on va dire, à recommander. C'est d'ailleurs un traitement qui est recommandé par toutes les sociétés, parce que c'est un traitement curatif qui permet effectivement de clairement proposer une façon de traiter des patients qui autrement n'ont pas grand-chose. Donc ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect qui a également été évoqué, bien évidemment, c'est l'aspect financier.
on parle de technologies qui ont des prix qui peuvent parfois paraître relativement élevés. Et puis, il faut arriver à trouver un modèle économique et permettre aux établissements de pouvoir mobiliser les sommes nécessaires pour pouvoir, en tous les cas, s'équiper d'une technologie de ce type. Après, effectivement, on peut permettre, il y a des actions vis-à-vis, en tous les cas, à l'initiative des autorités de santé qui peuvent permettre d'accélérer l'adoption. Mais d'une façon générale, on est dans un secteur qui, par définition, est un secteur qui est extrêmement conservateur, et c'est très bien. Et donc, diffuser de nouvelles technologies dans un marché médical, ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Alors, je regarde. Je ne vois pas de main levée. Ah, non, c'est tout. Bah, écoutez. Peut-être aussi une question par rapport peut-être à vos espoirs d'exporter ces solutions. Et il y a peut-être aussi des pays dans lesquels voilà, les contraintes administratives sont peut-être un peu moins lourdes qu'en France. Alors l'exportation, c'est quelque chose que nous on connaît bien parce qu'au travers de mon expérience précédente, la société MedTech dont je parlais précédemment, lorsque cette société a été rachetée par le groupe Zimmer Biomet, on réalisait plus de 70% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, et notamment et en particulier aux États-Unis, qui représentaient l'essentiel de notre marché. Donc c'est quelque chose qu'on connaît. Les freins auxquels on est confronté sont les mêmes, grosso modo, d'un marché à un autre. Et je dirais, c'est à nous d'être capables de développer, en tous les cas, un certain nombre d'argumentaires et de mettre en place les équipes commerciales et les moyens nécessaires pour pouvoir diffuser au plus vite nos technologies. Merci beaucoup. Et bien, écoutez, on vous applaudit, je pense encore très fort, une nouvelle fois. Merci, bravo. Merci.